Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Heidegger est considéré par nombre de commentateurs, d'historiens de la philosophie, de philosophes, avec raison, me semble-t-il, comme le plus grand penseur du XXe siècle. Il est également considéré, non sans raison non plus, comme l'un des plus complexes, un des plus difficiles à lire, non seulement en raison de la teneur de sa pensée, mais en raison de sa langue même, qui plus est en traduction, donc soulevant pour les traducteurs et les lecteurs, en l'occurrence français, de Heidegger, des problèmes supplémentaires. Néanmoins, il est tout aussi certain, en tout cas c'est le pari que nous faisons dans cette émission, il est tout aussi certain que la pensée de Heidegger peut être explicitée, peut être exposée sans simplification outrancière, évidemment sans caricature. Nous allons donc essayer, avec mes deux invités, aujourd'hui, de vous la présenter, bien sûr, non pas d'une manière exhaustive, ce serait parfaitement impossible, mais d'une manière suffisamment vaste, suffisamment étendue, pour qu'un certain nombre de notions clés, qui reviennent bien souvent lorsque l'on parle de Heidegger, vous soient plus explicites, plus familières, pourquoi pas. Mes invités pour parler de Heidegger, Michel Maffezoli. Michel Maffezoli, vous êtes sociologue, vous êtes philosophe, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Alors parmi les derniers, simplement parmi les derniers, et je ne serai pas exhaustif là non plus, je signalerai L'ère des soulèvements, c'était en 2021, Le temps des peurs et logique de l'assentiment, en 2023, ces trois ouvrages étant publiés aux éditions du Cerf. Avec nous également Baptiste Rapin. Baptiste Rapin, vous êtes vous aussi philosophe, vous êtes universitaire, maître de conférences à l'Université de Lorraine. Vous-même avez publié un grand nombre d'ouvrages, dont un en 2015 intitulé Heidegger et la question du management. C'était aux éditions Ovadia, comme la plupart des ouvrages que vous avez publiés. Mais également, je citerai là aussi d'une manière très limitée, la liste de vos ouvrages est longue, votre abécédaire de la déconstruction. C'était en 2021, toujours aux éditions Ovadia, et puis tout dernièrement, il y a quelques semaines, quelques mois à peine, votre dernier livre, Anachronisme, au pluriel, éléments pour une philosophie de l'intempestivité. Vous êtes donc tous deux, évidemment, au fait de la pensée de Heidegger, qui nourrit à des degrés divers votre propre pensée, votre propre démarche, mais on va essayer donc, grâce à vous, de mieux comprendre en quoi la pensée de Heidegger est d'une très puissante actualité et à quel point Heidegger est présent parmi nous pour quiconque veut penser le monde contemporain. Et Heidegger, Michel Maffezoli, a été présent pour vous, puisque vous faites partie des rares personnes aujourd'hui qui ont eu la chance de rencontrer, de connaître Heidegger. Alors évidemment, c'est une émission qui n'a pas pour objectif de développer la biographie d'un penseur, d'un philosophe ou d'un théoricien. Néanmoins, pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez rencontré Martin Heidegger, et quel est le sentiment que vous avez retiré de son approche? Autrement dit, quel était l'homme Heidegger que vous avez connu dans ce moment de votre vie? Comment pourrait-on le définir? Alors, tout d'abord, puisque vous m'avez insulté en disant que je suis sociologue. On ne sait jamais trop comment vous présenter, parce que vous ne l'aimez pas. Peu importe, je ne suis pas un philosophe, voilà. Ça c'est clair. J'ai occupé la chaire d'Urkheim à la Sorbonne pendant longtemps, mais mes chers collègues sociologues ne m'ont jamais reconnu comme sociologue. Vous êtes un franc-tireur de l'esprit, voilà. Et c'est l'essentiel. Oui, je suis un renifleur d'une certaine manière. C'est amusant parce que, d'ailleurs, ma grand-mère, qui était une femme du peuple, disait qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Oui. Voilà. Donc, les étiquettes. J'ai essayé de ne pas être un cornichon, et ce qu'était l'universitas, c'était quelque chose qui faisait qu'il n'y avait pas de discipline, comme cela. Voilà. Peu importe, c'était une petite anecdote. Heidegger était aussi quelqu'un de cet ordre-là. Vous savez que les philosophes ne le reconnaissaient pas précisément comme philosophe. D'une manière un peu polémique, moi je l'ai entendu personnellement
puisque j'ai commencé à lire ces livres à l'université de Tübingen où je faisais des études en 67, hein, on disait qu'il chuchotait, hein, geraunen, hein, en allemand, et donc ce n'était pas un vrai argument. Donc, lui-même d'ailleurs a pris jusqu'au bout cette idée-là, enfin dire son chuchotement, si je puis dire, hein, en faisant une œuvre qui est difficile à rentrer dans les grandes catégories philosophiques. Voilà, voilà. Petite parenthèse sur laquelle je m'arrête. Moi-même, voilà, oui, il s'est trouvé que tout jeune, en 67, à Tübingen, je suis tombé sur Être et temps. Voilà. 1927, publication d'Être et temps, voilà. Premier grand livre de Heidegger. Paru, je ne sais plus, moi, en 64, chez Gallimard, l'édition de Valence. Maintenant, elle n'existe plus, il y en a d'autres, il y a Vézin, il y a Martineau, etc. Oui, traducteur de Heidegger. Et tout jeune, je suis tombé sur ce livre, ou dans ce livre, je ne sais pas bien comment dire, et donc j'ai poursuivi en ce sens. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, et voilà le fond de ma remarque, ma thèse de troisième, il y avait 2 thèses à l'époque, je fais ma thèse d'État avec Gilbert Durand, mais ma thèse de 3e cycle, c'était avec Braun, que vous connaissez peut-être, qui a été le premier, pas le premier, enfin qui a été un traducteur d'Heidegger, et qui était proche et ami intime de Heidegger. Et Julien Freund, puis c'était une thèse sur la technique chez Heidegger. Voilà. Et donc, il s'est trouvé qu'en 69, puis c'est à ce moment-là que j'ai soutenu cette thèse, Braun m'a amené 3 ou 4 fois exactement le rencontrer, soit à Fribourg, soit une fois à Tonarberg, dans sa maison, la fameuse hutte, ouais. Etc. Voilà, voilà, c'est tout pour parler de mon travail. Et je crois que j'ai assisté ça je n'ai pas dû vous le dire, au dernier cours de Heidegger, le 29 mai 69. C'était Gadamer qui l'avait organisé à Heidelberg. Donc un de ses grands disciples, hein, Hans-Georg Gadamer. Oui. Et donc je me souviens bien sûr de ce cours fabuleux à la manière allemande. Hein, un amphi plein, les gens, on n'applaudissait pas, on tapait sur la table. Et puis voilà un peu. Mais quel a été votre sentiment face à l'homme Heidegger? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je sais pas, dans son comportement tel que vous l'avez eu face à vous, est-ce qu'il y a des qualificatifs qui vous viendraient à l'esprit, particuliers ou pas Justement, c'est amusant. Je suis en train d'écrire mes mémoires et je vais consacrer quelques pages, une bonne dizaine de pages à Heidegger. Et c'était une sensibilité avec laquelle nous sommes rentrés en contact. Moi, je suis un fils du peuple, lui-même était le cas. Bien sûr. Braun, comme lui, était au petit séminaire, tout jeune, c'était une manière de progresser, moi aussi. Ouais. Il a fait des études de théologie, moi j'ai un doctorat de théologie également, un baccalauréat de théologie, c'est-à-dire 2 années. Oui. Et il y avait une espèce de sensibilité qui était, je dirais, un peu commune. Oui, vous êtes... Je dis bien, je redis le mot, oui. Sensibilité. D'accord. Hein, ce n'était pas une dimension à proprement parler théorique, oui. Mais moi cela m'a inspiré par après dans tous mes livres. Très bien. Alors j'ai bien dit, hein, ce n'est pas en tant que philosophe. Oui. Hein, moi j'ai piqué chez Heidegger un certain nombre de choses, j'ai toute l'œuvre chez moi en allemand et en français. Et ça a nourri, disons, mon travail sur ce qu'il appelait, c'est une de ses premières expressions, quand il écrit son livre sur Duns Scotus, qui est sa thèse d'habilitation. Oui. En gros... Grand théologien chrétien, hein, Duns Scotus. Voilà, oui, c'était le XIIIe siècle. Hein, là. Et il fait sa thèse d'habilitation, c'est pas sa thèse, il a passé sa thèse et ensuite thèse d'habilitation par après sur Duns Scotus. Et dans ce livre, je l'ai encore vérifié ce matin, oui, il parle de la face intérieure de l'histoire, ce qui est l'œuvre d'Heidegger, fondamentalement. C'est-à-dire, non pas se contenter, il faudra qu'on en parle tout de même, non pas se contenter du dépassement hegelien ou marxien, Aufhebung, hein, mais au contraire, ce qu'il appelle d'un terme difficilement traduisible, la Verwindung, hein, c'est-à-dire la reprise d'un certain nombre de choses, la distorsion de cette chose-là et la guérison que cela amène. Hein, c'est ça la Verwindung heideggerienne. Et pour moi, c'est un peu ce qui a été, je dirais, le cœur battant de tout mon travail quand je parlais de la centralité souterraine. Hein, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la critique, Krinein, hein, mais au contraire, ce qui
le jugement, qui est quelque chose qui est largement répandu, mais plutôt de la radicalité, si je fais un petit écart, tel que Baudrillard l'a lui-même bien développé. Voilà, si vous voulez, c'est cette sensibilité. Oui, c'est important. On pourra voir à quoi cela aboutit, mais c'est, je dis bien, un fil rouge. Oui. Qu'on va retrouver dans tout mon travail, dans les divers livres que j'ai pu écrire, à partir de cette sensibilité première. Très bien, voilà. Très bien. Alors Baptiste Rapin, on a évoqué de manière très rapide le grand livre, le premier, disons, grand livre de Heidegger, Être et temps. Heidegger est lié à l'université allemande, bien entendu, et sa réception a été d'emblée considérable, la réception de cet ouvrage. C'est un disciple de Husserl. Lorsque l'on parle de Heidegger, bien souvent, on considère qu'il y a le Heidegger de Être et temps, donc ce premier Heidegger, entre guillemets, vraiment avec beaucoup de guillemets, et puis un second Heidegger qui va développer, déployer sa pensée vers un horizon à la fois même et autre, en quelque sorte. Ce premier grand livre, Être et temps, ce lien avec son maître Husserl, le Heidegger qui sera associé dans la réception française, pour le coup, avec Sartre, avec d'autres, à ce que l'on a appelé l'existentialisme. Que peut-on dire de ce premier Heidegger? D'abord, êtes-vous d'accord avec cette distinction entre un premier et un second Heidegger, fût-ce pour des raisons d'ailleurs pédagogiques, simplement, ou pas? Et comment peut-on le cerner avant d'entrer donc vers les spécificités les plus grandes de la pensée de Heidegger? Alors, quand les historiens de la philosophie s'intéressent à un auteur, que ce soit Heidegger ou Nietzsche ou un autre, ils ont tendance à vouloir périodiser son œuvre et à la découper en séquences ou en tranches, ce qui est d'un côté légitime, puisque les pensées évoluent, mais risque également d'aboutir à une forme d'émiettement. Oui. Et la distinction entre un Heidegger 1 et un Heidegger 2, qu'on doit au père Richardson, a été elle-même remise en question par Heidegger. Heidegger n'a pas accepté cette distinction, disant que quelque part, il ne faisait que suivre, non pas son intuition, c'est-à-dire que le grand critique de la métaphysique de la subjectivité ne pouvait pas mettre la sienne propre au centre de son travail, mais suivre le fil de l'être. Et précisément, c'est l'entame de Sein und Zeit, qui est le seul livre inachevé que Heidegger a publié de son vivant, le seul essai ou étude philosophique inachevée qui a publié de son vivant, commence par un impératif qui est celui de retrouver le sens de l'être et le sens de la question de l'être. Les deux sont intimement liés. Et on peut dire, en tout cas c'est ce que je crois, que c'est le fil directeur de la pensée de Heidegger, depuis Sein und Zeit et peut-être même certainement avant, parce qu'il y a un ensemble de cours préparatoires qu'il a donné dans les années 20 qui ont mené à l'écriture de Sein und Zeit jusqu'à la pensée méditante, sérénité, le Geviert, autant de thèmes qu'on abordera certainement on va en parler, bien entendu. Et antérieurement, même Michel Maffezoli le rappelait, la question théologique dans laquelle Heidegger a été immergé, si j'ose dire, et qu'il a questionné lui-même d'emblée. Alors vous avez donné, évidemment, Baptiste Rapin, le mot-clé, le terme clé, l'être, bien entendu. Alors lorsqu'on lit Heidegger, lorsqu'on s'intéresse à sa pensée, on rencontre à peu près immédiatement cette fameuse distinction, le nom savant et celui de différence ontologique, entre ce que Heidegger appelle l'être et puis l'étant, le participe passé, l'étant. Est-ce que l'on peut essayer de comprendre cette distinction, cette raison d'être précisément, avant d'essayer de s'approcher d'une définition de l'être lui-même? Pourquoi Heidegger distingue l'être et les étangs, et que sont-ils l'un par rapport à l'autre? Alors, différence ontologique est une expression qui n'apparaît pas dans Sein und Zeit, mais qui lui est contemporaine, puisqu'on la trouve dans le cours du semestre 1927, Les problèmes fondamentaux de la philosophie, où Heidegger définit pour la première fois ce qu'est la différence ontologique, qui effectivement sépare l'être de l'étant comme les deux faces d'une même pièce.
Il y aurait deux, je dirais façons d'exposer cela de manière logique. Oui. Quand on se demande qu'est-ce que ceci ou qu'est-ce que cela, donc Oui. qu'est-ce que cet étant, Donc qu'est-ce que cet objet, par qu'est-ce que exemple? cet objet, le regard, et le regard qu'il soit spontané ou qu'il soit scientifique, se dirige vers l'étant en question. Cet objet, cette chose ou cette personne, etc. Ou même cette idée. Et on oublie de questionner le verbe être qui permet de poser la question. Donc la condition de possibilité de la question est oubliée. Il y aurait une autre façon d'aborder la même différence ontologique, c'est la question traditionnelle, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le regard se porte sur le quelque chose et sur le rien, mais oublie le il y a, de l'éclosion du monde, qui est un des grands thèmes de la pensée de Heidegger. Et cette différence ontologique va l'amener à repérer dans l'histoire de la philosophie, ou plutôt dans l'histoire de l'être, ce serait plus juste, les différentes manières qu'ont eu les philosophes de se centrer sur l'étant en oubliant progressivement l'être et en l'oubliant toujours plus au fur et à mesure de l'avancée dans le temps. Oui, ça, c'est donc le deuxième grand thème qui suit la différence ontologique, c'est le fameux thème de l'oubli de l'être. Et on comprend bien avec vos explications à quel point, en effet, d'une certaine façon, pour Heidegger, la philosophie, l'histoire de la métaphysique est celle d'un oubli, c'est-à-dire que l'on s'est focalisé, et en particulier quand je dis on, disons la généalogie des penseurs européens depuis la Grèce, dans un processus d'éloignement en quelque sorte du sens de l'être, nous avons privilégié les étangs, c'est-à-dire les objets, les choses, ou bien les notions, enfin, on peut penser au dialogue platonicien, hein, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que le courage, voilà, et on a laissé de côté le fameux « est », quand on dit « qu'est-ce que », le « est » est laissé en chemin, en quelque sorte. Alors, cet oubli de l'être, quelle en est la généalogie? Heidegger situe-t-il un moment dans l'histoire de la pensée grecque dans lequel cet oubli se fait jour en quelque sorte? Je pense par exemple à la lecture, au retour qu'il a opéré vers les présocratiques, ce que l'on appelle un peu bêtement d'ailleurs les présocratiques, comme s'il y avait à tout prix un avant et un après Socrate Platon. Tout ceci on peut en discuter, mais enfin ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais est-ce qu'il quelle est cette lecture de l'histoire de la pensée grecque à laquelle Heidegger a procédé? Est-ce que l'on peut dire, je vais presque dire de façon un peu simple, dater le moment de l'oubli de l'être, le moment où on s'éloigne du sens de l'être? Michel Maffezoli, Baptiste Rapin, comme vous. Non, je ferai une petite nuance tout de même entre l'être et l'étant. Il ne faut pas oublier qu'entre les deux, il y a le Dasein. Oui. Être là. C'est important, en effet. Dans le fond, justement, son problème, c'est de voir que la philosophie, et c'est en ce sens qu'il dit « je ne suis pas philosophe », ou à un moment donné, il veut dépasser la philosophie, a fait cette distinction que vous venez d'indiquer, être et étant. Oui. Tandis que, dans le fond, il montre, le terme qu'il emploie d'ailleurs, c'est dans les chemins, Holzweg. Les chemins qui ne mènent nulle part, traduction française. Les chemins forestiers. Un peu idiote traduction, mais enfin, ils mènent quelque part. Mais enfin, ce n'est pas des chemins qui sont balisés, disons. Non, et là, il montre bien qu'il y a ce qu'il appelle une coincidentia oppositorum. Coïncidence des opposés. Des opposés, c'est-à-dire quelque chose qui fait que ça tient. Et cela, il le traduit au travers de cette expression, être là, c'est être le là. Voilà. Et donc, moi, je considère que dans la pensée d'Heidegger, il n'y a pas cette espèce de distinction entre l'être et l'étant. Il fait une critique de la philosophie qui ne s'intéresse qu'à l'étant. Voilà, c'est ça l'oubli de l'être. Et ça, c'est difficile à taxer, je dirais, à indiquer historiquement à quel moment. C'était ça votre question. Je pense que c'est difficile à dire. Chez lui, on ne le voit pas précisément, mais il montre bien que, à de longue date,
il y a l'oubli de cette espèce de grand rapport qui existe entre l'être et l'état. Voilà ma position. Je ne sais pas si un philosophe serait d'accord avec ça, mais moi, il me paraît important, puisque c'est le point sur lequel il insiste dans toute son œuvre, et qui fait qu'il n'y a pas, de ce point de vue, de distinction entre le premier et le second Heidegger. Il y a toujours cette espèce de constante, je dirais, moi, méditation sur ce Dasein, en disant finalement, à partir d'un certain moment, et c'est ça sa critique de la philosophie, on s'est contenté de regarder en avant et on oublie d'avoir regardé en arrière. On oublie la provenance. Voilà, d'où ça vient. Et c'est le fameux Schritt-zurück, donc en quelque sorte, difficile à traduire, on traduit un peu trop sottement, pas en arrière, mais c'est quelque chose qui va à l'origine, ce qui est originaire en quelque sorte. Voilà ma réponse. Vous voyez, encore une fois, cette espèce de coïncidence qui va se faire entre ces deux termes, alors que la philosophie, on va dire classique, est bien sûr représentée en particulier par Descartes, qu'il critique fréquemment et d'une manière profonde, repose sur cette espèce de distinction. Alors on va revenir bien sûr sur cette distinction entre la philosophie, ce qu'Heidegger appelle la pensée, parce qu'en toute rigueur, il distingue même philosophie, métaphysique et pensée, et jusqu'à la méditation, bien entendu. Baptiste Rapin, cette question du sujet que vous avez évoqué, la métaphysique de la subjectivité, que l'on réentend dans le mot Dasein. Dasein, donc c'est un mot en effet heideggerien, éminemment heideggerien, mais qui est utilisé par plusieurs philosophes et dans des sens assez différents. Vous êtes d'accord sur cette définition, donc cette traduction, parce qu'on a parfois traduit Dasein par l'existence, l'existant, enfin, être le là, on prend l'étymologie da, ici, sein, être. Le Dasein, ce n'est pas le sujet, mais c'est celui qui est, ce n'est pas le sujet humain, j'entends, mais c'est celui qui est ouvert à l'interrogation sur l'être dont nous parlions, dont vous parliez. Heidegger a très tôt perçu la structure duelle de la modernité, de sa métaphysique, puisque si elle se fonde effectivement sur le sujet, c'est qu'il n'y a d'objet que pour un sujet, que pour la représentation d'un sujet, il n'y a d'un monde que pour la volonté d'un sujet, d'où le projet de maîtrise technique, on en parlera tout à l'heure. On va en parler forcément, oui. Et précisément, l'analytique existentielle, qui est le grand projet de Zeit, consiste à sortir cette dualité et de penser l'homme, je mets des guillemets autour de cela, bien sûr, comme toujours déjà en rapport au monde. Et c'est ce que je crois qu'indique l'expression de Dasein. Et de ce point de vue-là, être là ou être le là me semble la meilleure traduction, parce que les autres traductions, notamment qui recourent au terme existence, vont mener à des incompréhensions, notamment du point de vue de l'existentialisme français, bien sûr, et plus particulièrement chez Sartre, évidemment. Alors, quels sont les... oui, Michel Maffezoli, je vous en prie, bien sûr. Auquel on ne prête pas attention, c'est que cet être là, ou être le là, enfin peu importe en la matière, c'est tout simplement une actualisation de la substance. Quelque chose qui fait qu'il n'y a pas cette coupure. Je rappelle que la position critique est toujours une procédure de coupure. C'est la Spaltung, il va critiquer la coupure, la scission, la coupure, etc. Mais au contraire, un processus de conjonction. Et il est un terme qu'il utilise d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, puisque j'ai cité tout à l'heure Dan Scott, c'est l'essayité. Essayité, c'est ça vient de Esche. Oui, c'est le Esche latin. Là. Et donc, c'est être là, l'essayité. Et il l'utilise beaucoup au début. Après, ce terme n'apparaît plus, mais au début, il utilise beaucoup ce terme d'essayité. C'est ça, l'être là. La définition qui n'est pas de moi, actualisation de la substance. C'est important ça, parce que vous voyez, maintenant le mot actuel ne nous renvoie à rien du tout, mais l'actuel c'est quelque chose, donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel, on va traduire notre pain quotidien. Mais fondamentalement c'est le pain substantiel, c'est-à-dire en quelque sorte quelque chose qui est plus profond, plus essentiel, qui va s'actualiser. Voilà un peu pour moi exactement ce qu'il en est dans le Dasein. Tout à fait. Alors, Heidegger va procéder donc c'est lui-même un grand historien de la philosophie, il est bien plus que ça, bien entendu, mais enfin, il va procéder à une relecture de l'histoire de la philosophie et s'attacher à cette provenance dont parlait Michel Maffezoli, à cette origine grecque, j'utilise là encore des guillemets présocratiques, disons. Il va se mettre à la recherche d'une parole originelle.
la parole de l'être précisément, étant entendu, et vous l'avez bien expliqué Baptiste Rapin, que nous vivons aujourd'hui, et on va explorer cet aujourd'hui-là, même si on ne le connaît que trop, nous vivons sur cet oubli de l'être et sur une domination totale des objets, disons, des étangs en quelque sorte. Quelle est cette parole originelle vers laquelle Heidegger tend et vers laquelle il veut se mettre à l'écoute? Est-ce qu'elle est définissable? Elle n'est sans doute pas appréhendable, elle n'est pas saisissable au sens de l'objet, de la préhension sur l'objet, bien sûr, mais peut-être de la compréhension. Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment grec originel? Alors, prenons le même chemin que Heidegger, c'est que pour arriver au présocratique, il faut passer par Aristote et Platon. Oui. Il dit ça, ce sont deux rocs incontournables, oui, parce qu'ils ont en même temps perçu la différence ontologique, et au moment même où ils l'ont perçu, ils l'ont refermé, ouvrant ainsi l'histoire de la métaphysique ou de la philosophie comme histoire de l'oubli de la question de l'être et oubli de l'être. Et comment s'est manifestée cette clôture immédiate? C'est ce que Heidegger appelle l'ontothéologie. Oui. Que la philosophie, pour répondre à la question « qu'est-ce que les temps ?», a choisi deux grandes options qui sont complémentaires. La première, qui est celle de la théologie, on édifie un supra-étant ou un primo-étant duquel l'ensemble du monde découle. Et on va l'appeler Dieu. Voilà, on va l'appeler Dieu, mais ce primo-étant deviendra sujet avec la modernité et technique avec l'avènement de la planétarisation. Et de l'autre côté, l'ontologie, ce sera de penser ce que l'étang a de commun, ou ce que les étangs ont de commun, donc la communalité de l'étang. Donc, direction, regard dirigé vers le primo-étang et vers ce que l'étang a de commun. Toute la philosophie, pour Heidegger, s'est enfermée finalement dans cette cage à double serrure. Et donc, il faut aller, alors c'est délicat, par-delà ou en deçà, on ne sait pas quelle préposition utiliser, bien sûr. Dire cela, pour se confronter à des penseurs qui n'ont pas encore choisi d'enfermer l'étang dans l'ontothéologie et qui étaient attentifs à la donation du monde en tant que tel, voilà, à la dimension cosmique du monde, à sa manifestation, à son apparition, à son éclosion, c'est-à-dire à on est obligé d'utiliser des termes un peu techniques, à sa phénoménalité pure. Oui, c'est l'un des grands termes de la pensée de Heidegger également, c'est la fameuse physis, c'est-à-dire la nature, que l'on va traduire après en latin natura, et bon, on ne va pas s'étendre sur les changements de langue et donc de monde quasiment. Mais Heidegger sera celui qui précisément va rappeler l'attention des hommes de notre temps vers cette éclosion, vers ce surgissement. Tout à fait. Et montrant que la pensée n'a pas toujours été enfermée dans la philosophie. Oui. Ou dans la théologie. Ou dans la théologie, la philosophie comme ontothéologie. Voilà. Heidegger va s'efforcer de retrouver et de reformuler le sens de l'être à travers le sacré, das Heilige, à travers la sérénité, à laisser éclore le monde, pour revenir à la physis que vous citez à l'instant, et à travers cette figure énigmatique, poétique, analogique, qu'est le Geviert. Alors, le fameux quadripartie. On va en parler également, mais avant d'aborder ces questions-là, qui sont très, très importantes, évidemment, puisque elles signent l'appréhension heideggerienne du monde et d'un renouvellement possible de l'histoire de l'être, venons-en à un point clé qui a déjà été évoqué, ne serait-ce qu'en sourdine, mais qui est décisif dans la pensée de Heidegger, qui sont les conséquences de cet oubli de l'être et donc de cette domination de l'étang, des objets, des choses, et du fait également que le fameux Dasein, donc l'être là, l'homme en tant qu'ouvert à l'être, vient lui-même se transformer, se métamorphoser en objet. C'est le grand thème, entre autres, de l'arraisonnement du monde ou de la domination planétaire de la technique,
Pourriez-vous l'expliciter, l'un et l'autre, l'un ou l'autre cette différence donc, entre l'être et l'étant a emporté des conséquences dévastatrices pour notre monde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la pensée de Heidegger est d'une acuité et d'une actualité considérable. Alors, pourriez-vous montrer en quoi cette pensée qui pourrait paraître et qui est très abstraite, en un sens en tout cas, qui est très profonde en tout cas, qui va vraiment au cœur du questionnement métaphysique, philosophique ou de la pensée, peu importe ici, pourriez-vous montrer en quoi cette pensée de Heidegger éclaire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Oui, un mot peut-être. Vous cherchiez tout à l'heure sur quel penseur ou philosophe s'y était appuyé, c'est Aristote quand même, il ne faut pas l'oublier, hein. Plus que Platon, c'est à mon avis Aristote, et en particulier sur un concept aristotélicien qui est l'exis, et qui a été traduit par saint Thomas d'Aquin, par l'habitus. Il ne faut pas oublier que le mot habitus qu'on attribue à certains vient essentiellement de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et l'exis, c'est ça, c'est ce rapport entre l'être et l'étant, d'une manière très précise, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'est le platonisme, quelque chose qui va unir les sens et l'esprit. Donc la substance, je disais tout à l'heure, et l'actualisation. Voilà cette espèce de, non pas de dialectique, mais de dialogie, de deux termes. Et la pensée heideggerienne du Dasein, elle est là exactement, et c'est ça sa phénoménologie, d'une certaine manière. Oui. Et n'oublions pas que cette phénoménologie qu'il doit, pour partie, pas que, mais à Husserl, consiste véritablement à avoir cette espèce de retour en arrière, ce qui est originel, ce qui est en quelque sorte ce qui est, dans le sens simple du terme, le fondement de tout Zusammensein, de tout l'être ensemble. Bon voilà, et c'est cet existe, je le rappelle, vous voyez, si on cherche quelle est la source essentielle de Heidegger, c'est ça. Par le biais, comme il était, on l'a dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit assez, on ne le dit pas assez dans les analyses sur Heidegger, tout ce qu'il connaissait de la pensée médiévale, de la scolastique. Et je rappelle pour mémoire que quand saint Thomas d'Aquin, justement, veut traduire cet exis, il dit il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. La formule en latin, nihil est in intellectu, quo non fuit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence, et c'est exactement ce que par après Heidegger va appeler le Dasein. Voilà, voilà mon sentiment. C'est une généalogie supplémentaire et un argument supplémentaire dans cette exploration de la pensée de Heidegger. En quoi cette pensée donc nous permet de penser, c'est le cas de le dire, le désastre? Baptiste Rapin, quel est-il, ce désastre? Alors l'histoire de la métaphysique pour Heidegger est celle de l'oubli de la question de l'être, elle est donc celle de l'exil, de l'errance. Et l'errance ne cesse de s'accentuer à mesure que l'histoire de la philosophie se développe et progresse, et marche en avant. Et le dernier stade de cette histoire de l'être, c'est celui de la technique, avec un T majuscule. Tout le monde connaît, je crois, ce terme quasiment intraduisible que Heidegger utilise, le Gestel. Donc vous avez donné la traduction à raisonnement, donc la capture du monde par la raison technique. Le fait de demander raison à, de faire rendre raison à. Rendre raison égorge à l'étang. Par exemple, prenons l'exemple heideggerien classique du fleuve, du dieu fleuve hölderlinien, de Hölderlin, sur lequel on va mettre une centrale hydroélectrique pour lui faire rendre raison de son énergie, en quelque sorte. Voilà. L'autre traduction est également intéressante, même si, la proximité avec le terme allemand est moindre, c'est dispositif. Oui. Parce que ça fait sonner la notion de disponibilité, c'est-à-dire de mettre le monde à notre disposition, de le rendre disponible. Et c'est là que j'introduirai quand même une nuance, Rémi, c'est que le monde du Gestel, de la planétarisation, n'est plus le monde des objets. Le monde des objets, c'est le monde de la modernité, car était objet le monde pour un sujet, et pour la représentation d'un sujet. Le Gestel est le monde des flux, où justement, toute la robustesse de l'étang
s'évanouit dans une fluidité et une circulation générale. On passe d'une solidification du monde moderne à une liquéfaction, en quelque sorte. Exactement, ce qui annonce le grand thème de la postmodernité, de la vie liquide, etc. Et même l'homme devient pièce d'un stock appelé à remplir telle ou telle fonction au sein de cette méga-machine planétaire. Mais on pourrait dire que pour Heidegger, il faut endurer cette errance. Oui. Ça, c'est un terme qu'il utilise beaucoup, l'endurance, oui. endurer. Oui. Endurer cette errance, cet exil. Ce déracinement aussi. Alors oui, il parle même d'éracination. Alors c'est la traduction qui est donnée dans les traitants, l'éracination. Parce que c'est en endurant l'exil, comme Ulysse, oui. qu'on peut éventuellement retrouver le sol natal. Ithaque. Et Heidegger, et ça peut nous introduire à cette partie de votre réflexion, Heidegger envisage ce possible retour vers le sol natal, et se situe-t-il dans une perspective exclusivement tragique, pourrait-on dire, par rapport au temps qui est le nôtre, ou bien voit-il se déployer une éclaircie, entre guillemets, un horizon dans l'histoire de l'être, puisque c'est l'être qui dispose en quelque sorte, contre et avec le dispositif lui-même dont vous avez parlé. Perspective tragique donc, ou bien horizon. Je pense à la fameuse phrase testamentaire de Heidegger à l'entretien du Spiegel, qui a été donc publié de manière posthume après la mort de Heidegger. Heidegger est mort en 1976. Seul un Dieu peut encore nous sauver. Y a-t-il quelque chose qui sauve chez Heidegger? Il a pris la mesure du désastre, il a pris la mesure du ravage, de la dévastation, la mesure métaphysique, la mesure de fond. Est-ce qu'il y a dans sa pensée une issue? Qu'attend-il de l'être? Vaste question. Vaste question. Est-ce qu'il y a une ouverture de la pensée de Heidegger? Moi, je pense que la pensée heideggerienne n'est pas du tout une pensée ni sinistrose ni catastrophiste. Il y a tout son travail, de mon point de vue, permet de comprendre que nous passons d'une conception dramatique, ça c'est la conception philosophique traditionnelle, Drao-Dramen, il y a une solution, c'est l'Aufhebung hegelienne, le dépassement, on va y arriver. Les contradictions se résolvent. Voilà, le non, thèse, antithèse, synthèse, en fait, cette perspective-là, a une conception tragique, qui fait une distinction entre le drame et le tragique. Oui. Oui. Il est important, le drame, je viens de le dire, il y a une solution, Bien une sûr. résolution. Bien sûr. Dragos, c'est aporique, aporein, il n'y a pas de solution. Sans issue. Mais en même temps, il y a toujours de la jubilation quand il n'y a pas de solution. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit tout de même. Et je pense qu'il y a dans la conception, pour moi c'est ce, pour tout vous avouer, qui m'aide à penser la postmodernité. Mais oui, c'est un thème très important dans votre œuvre. Et très précisément là-dessus. Oui. C'est-à-dire on va rentrer de plus en plus dans un moment où il y a à la fois pas de solution et, je dis jubilation, peu importe le terme, enfin le ja sagen, dire oui à la vie. Logique de l'assentiment. L'assentiment, pour moi c'est mon assentiment qui traduit, non pas toujours dire non, c'est la perspective hegeliano-marxiste qui est dominante dans l'idéologie, en particulier en France, mais au contraire, cet assentiment, dire oui tout de même à la vie. Et c'est ça le tragique heideggerien, fondamentalement. Et de mon point de vue, c'est ce qui fait de Heidegger, même s'il n'a jamais employé le terme que je vais dire, un vrai penseur de la postmodernité. Oui. En ce sens où, vous voyez, quelque chose qui, revenons à cette idée fondamentale chez lui, sum toute, la finitude. L'être pour la mort. Voilà, il y a cet horizon de la mort. Exactement, et cet être pour la mort est quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il y a une forme d'acceptation de ce qui est. Voilà, et non pas de ce qui devrait être. N'oublions pas que ça, quoi qu'il soit critique vis-à-vis de Nietzsche, il le doit à Nietzsche, très précisément, cette conception entre être et devoir être, etc. Voilà, donc de ce point de vue, moi je pense que, bien sûr, il montre ce qui est la domination, l'homme maître et possesseur de la nature. J'ai oublié le titre en français de son livre sur la dévastation.
La dévastation est latente. Voilà, c'est ça, oui, ce petit livre très très beau d'une certaine manière, qui est un prémonitoire d'une vraie pensée, non pas écologique ou écologiste, qui sont des politiques, mais ce que j'appelle moi l'écosophie. D'une certaine manière, là, il y a quelque chose qui trouve sa source dans cette idée de son analyse de la dévastation, et en même temps, puis-je le dire au travers d'une pensée un peu ésotérique, ordo ab chaos, voilà. Pour moi, Heidegger, c'est ça, ordo ab chaos. C'est-à-dire qu'il y a un ordre à partir d'un chaos qui est constitutif de certaines époques. Nous sommes dans une de ces époques. Une époque sombre et chaotique. Oui, mais attention, oui, sombre, crépusculaire, mais chaque fois qu'il y a du chaos, je viens de dire ordo ab chaos. Il y a un ordre à partir de ce chaos qui va s'élaborer. Très bien. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ainsi, je vous donne très simplement mon propos. Oui, c'est bien moi, ce que j'ai lu de Heidegger et ce que j'ai appliqué dans tout mon travail, c'est exactement ça. C'est-à-dire ce sens tragique de l'existence, le fait qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résolution. J'ai donné son concept essentiel qu'on utilise très peu en français, Verwindung, reprise, distorsion. Il ne faut pas oublier la troisième connotation, guérison. Reprise, distorsion, guérison. En allemand, il y a ces trois significations de ce terme de Verwindung. Voilà, donc d'une certaine manière, c'est oui, une forme d'assentiment de mon point de vue. Nous aurions un Heidegger thérapeute en quelque sorte, comme les oui, ça peut se comprendre. Vous avez évoqué précisément, j'y songeais écoutant Michel Maffezoli à propos de l'ordre, donc du cosmos, cosmos comme ordre et beauté. Vous avez évoqué cette question cosmologique au début de votre intervention, Baptiste Rapin. Vous avez évoqué également ce terme de Gewirt, de quadripartie, de cet agencement qu'Heidegger décrit. Pourriez-vous nous en dire plus? Je pensais à la notion de cosmos, donc aux dieux. Les dieux, chez Heidegger, jouent un rôle considérable, de même d'ailleurs que les poètes, et les poètes des dieux, et en particulier Hölderlin. Y a-t-il là aussi une éclaircie, pas au sens heideggerien bien entendu, mais j'employais le terme de manière délibérée, donc au sens ordinaire. Est-ce là une manière pour Heidegger de concevoir cet ordre à partir du chaos, au-delà du chaos? Est-ce que c'est un retour à une vision cosmologique du monde? Alors, je reprends votre question précédente et je la complète avec ma réponse à celle-ci. Oui. C'est connu chez Platon et chez Aristote, l'élan qui donne naissance ou qui préside à la philosophie, c'est l'étonnement devant le monde. Oui. Et il me semble que le tragique de Heidegger tient à sa lucidité devant la situation de la société industrielle, parce qu'il va remplacer cet élan par l'étonnement, de l'émerveillement, par la frayeur. Ça s'appelle le sursaut de frayeur, ou là aussi le sursaut de frayeur, étant très fidèle à Nietzsche également de ce point de vue-là. Dès les années 30, dans les essais qui ont été publiés de façon posthume et traduits très récemment en France. Donc il y a un savoir tragique qui est d'abord celui du lieu d'où le penseur doit s'élancer pour penser. Oui. Mais ceci étant dit, dans son retour au présocratique, je pense à un texte qui s'intitule « La parole d'Anaximandre ». Heidegger montre donc que l'histoire de l'être, nous l'avons dit, suit plusieurs époques, ou que l'être se donne successivement à travers plusieurs époques, ce serait mieux formulé. Et celle de la planétarisation n'est que la quatrième, après la grecque, la chrétienne et la moderne. Il y en a une cinquième, l'époque hespériale. Oui, alors ça, il faut préciser que signifie ce terme, hespérial. En fait, là, j'utiliserai encore, un terme nietzschéen, l'aurore. Oui. Ce serait l'aurore, la nouvelle aurore après la nuit du Göstel. Donc, de l'arraisonnement et du dispositif, voilà. Donc. Et donc, cette aurore, il me semble que Heidegger, effectivement, la thématise dans cet ordre qui naît d'un chaos. Chaos en grec, c'est le bâillement. Et donc, c'est le bâillement, l'ouverture primordiale. C'est la béance, voilà. La béance primordiale du monde, la bouche d'ombre, disait Victor Hugo, duquel surgit le monde organisé, effectivement, dans la tension des quatre. Alors, le Geviert est un peu intraduisible. Alors, qui sont ces quatre? Alors, voilà, d'abord, pour nos auditeurs, dans Geviert, on entend vier, qui veut dire quatre, et le préfixe ge, qui généralement en allemand indique un rassemblement, une unité ou une unification. Donc, l'unité des quatre.
l'unité des quatre, ou quadripartie, comme on peut le traduire, ou uniquadrité certains, mais c'est pas très joli en français. Et les quatre sont la terre, le ciel, les dieux et les hommes, en veillant à respecter cet ordre de façon très précise qui indique un chiasme, c'est-à-dire qu'il y a un point de rassemblement au milieu de la croix, hein, donc la terre, le ciel, les dieux, les mortels. Et étrangement, et ça je crois que c'est le coup de génie de Jean-François Mattei, dans son interprétation de la pensée d'Heidegger, sur lequel vous avez, auquel vous avez consacré un très beau livre, hein, je le signale, aux éditions Valia également. On trouve cet agencement des quatre dans le Gorgias de Platon, dans la bouche de Socrate, quand Socrate reproche à Calliclès d'avoir oublié l'égalité géométrique, donc l'analogie, la proportion, et notamment que le cosmos s'organise autour de l'attention des quatre. Et donc quelque part, Heidegger va essayer de retrouver sous les temps l'être, mais sans, me semble-t-il, biffer les temps, pour le dire ainsi. Voilà, donc il recherche le sacré qui finalement donne à la raison son sens. Et quel est-il précisément ce sacré? Donc les dieux, le poème, la poésie. Heidegger est un grand lecteur de Hölderlin, de Trakl, de Rilke, donc de la grande poésie allemande notamment, mais pas seulement. Quelles sont les directions empruntées par ce sacré? Parce que, outre ces lectures-là, il y a également la lecture de Maître Eckhart, donc il y a tout un arrière-fond de ce qu'on appelle la mystique rhénane, hein, qui a beaucoup compté pour Heidegger, dans cette tradition germanique très, très profonde. Comment s'articule ce sens du sacré chez lui? N'est-ce pas trop simpliste de qualifier ce sacré de manière unilatérale, c'est-à-dire en disant c'est un sacré qui est nourri de telle tradition, nourri de telle autre? Il n'y a pas d'appartenance en quelque sorte, si j'ose dire, confessionnelle, de définition confessionnelle de ce sacré. Quelle est sa nature? De quoi se nourrit-il chez Heidegger? Il y a un mot qu'il emprunte d'ailleurs à Maître Eckhart, qui est la mystique rhénane. Oui. C'est Ganzheit. Et alors Ganzheit, on n'a pas de mot en français pour traduire ça. Nos amis belges, qui ne sont pas très loin de l'Allemagne, ont appelé ça l'entièreté. Oui. L'entièreté de l'être. Et je pense que c'est cette idée-là. Ou la totalité. Oui, je ne sais pas. Il ne faut pas un truc trop fermé, disons. Moi, je préfère garder ce terme allemand ou encore une fois cette belgitude entièreté. Oui. Mais il est un terme auquel on ne prête pas attention, qui est un terme qui l'inspire. Ce n'est pas l'unité, c'est-à-dire quelque chose qui est fermé, mais c'est l'unicité. Oui. Là encore, je répète, c'est la philosophie médiévale qui renvoie à cette non pas l'unité de Dieu, mais l'unicité de la déité, pour le dire simplement. Prenons un exemple très simple dans la tradition catholique qui est la nôtre, enfin je veux dire qui est une tradition qui n'est pas négligeable, etc., dans laquelle la France qui est le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, il y a un Dieu substantiel en trois personnes. C'est ça le Ganzheit. Et moi je pense qu'il y a chez Heidegger quelque chose de cet ordre. Un reliquat qui vient de fort loin, encore une fois, mais qui est cette unicité du mystère de la Trinité. Vous allez très loin, là, Michel Maffezoli, dans la lecture d'Heidegger. Mais c'est très intéressant. Je vais très loin. Je me contente de regarder les textes. J'en ai un dans ma sacoche là, que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui est très précisément là-dessus. Où il montre il s'inspire de la philosophie médiévale. Ça, on ne le dit pas assez. Et bien, très précisément sur cette idée-là. Oui. Voilà. Et rappelez-vous de cette belle phrase dans Chemin de campagne quand il dit le vieux maître Eckhart, qui nous est notre maître et qui nous a inspiré très précisément sur ce thème du Ganzheit. Voilà un peu ce qui me paraît être important pour bien saisir, encore une fois, qu'il peut y avoir, je maintiens, je dis depuis tout à l'heure, cette espèce de coïncidence avec des choses que la philosophie par après a séparées, a coupées. Voilà. Et c'est ce principe de coupure qui n'est pas, de mon point de vue, une pensée heideggerienne. Je vais dire quelque chose, ça c'est mon hypothèse. Oui, je vous en prie. Sa pensée, que l'on dit énigmatique, est surtout une pensée apophatique.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'apophasie? C'est de L'apophase. Dieu. Je ne parle pas direct, je ne dis pas ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas. Et sa pensée, pour moi, est apophatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas préciser et conceptualiser ceci ou cela, mais dire ce que ce n'est pas. Et donc, le terme, de ce point de vue, si on prend cette expression qu'il a utilisée une ou deux fois, d'unicité, me paraît traduire, encore une fois, cette conjonction des choses opposées. Vous êtes d'accord, Baptiste Rapin, avec cette lecture-là, ou bien considérez-vous que c'est une manière de rapporter à nouveau à Heidegger au domaine de l'ontothéologie ou bien sa pensée est si complexe qu'elle ouvre un tas d'interprétations. Oui, y compris cette phrase « Seul un Dieu peut nous sauver », dont on aurait bien du mal à donner, à la rendre univoque, c'est impossible. Tout à fait. Mais il est certain que Maître Eckhart, que Heidegger allait puiser chez Maître Eckhart, et notamment il y a un deuxième terme qui est celui de Gelassenheit, c'est-à-dire la sérénité. On va pouvoir peut-être terminer sur ce terme-là qui est très important. Heidegger nous met en garde contre l'activisme des temps modernes et du Gestell. Il ne peut pas succomber à la tentation d'échafauder un plan d'action pour aller, aller contre le mouvement de l'activisme. Donc il n'y a pas d'activisme contre l'activisme, c'est contradictoire. D'où cette recherche d'une sérénité, donc c'est le terme par lequel on traduit de façon générale Gelassenheit. Parfois laisser être également. Voilà, alors j'allais dire qu'il y a moins la sérénité de l'âme, du penseur, qu'un laisser être le monde, ou un laisser éclore le monde, précisément dans l'unicité des quatre. Oui, c'est une belle... Michel Maffezoli, vous vouliez rajouter un peu? Je vais quand même rajouter, puisque on va arriver à sa fin, juste minute, quelque chose qui, non pas résumerait notre débat, mais c'est la déconstruction qui me chagrine, puisqu'on a traduit ce mot de Aufbau par déconstruction, alors que chez Heidegger, il y a plutôt, maintenant on traduit par des obstructions. Et que certains traduisent par des obstructions. Mais moi, j'ai eu une discussion, la seule que j'ai eue avec Derrida, c'est lui qui a créé ce terme, qui en était le protagoniste, ou en tout cas l'initiateur. Et de mon point de vue, je le dis avec grande simplicité, pour moi, Derrida, je n'apprécie pas son œuvre, mais reste quand même très obnubilé, qu'il le sache ou non, par une conception très marxienne, je ne dis pas marxiste. Donc du coup, l'idée de déconstruction renvoie encore une fois à cette idée, on va arriver à la société parfaite. Alors que la position heideggerienne est une position, on l'a dit depuis tout à l'heure, on tourne autour de ça, ce qui est l'origine, ce qui est d'une certaine manière la tradition. Et la désobstruction, c'est, oui, on va désobstruer le chemin. Mais pour pouvoir, en quelque sorte, revenir à ce qui est originaire. Et d'une certaine manière, j'ai repéré ce matin Ausbau, on utilise les deux mots, Abbau ou Ausbau, qu'on a traduit par déconstruction. En fait, c'est élargissement. C'est le discernement. Vous voyez, enfin, on pourrait trouver des quantités d'expressions. Je trouve que c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important parce que maintenant, quand on dit déconstructivisme, on parle de la postmodernité et déconstructivisme, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver à une société parfaite. Non, pour moi, c'est toujours la tradition. Nous essaierons d'aborder ces difficiles questions de la déconstruction, mais qui sont effectivement appelées par tout ce qui vient d'être dit. En tout cas, gardons à l'esprit, puisqu'il fut beaucoup question de chemin forestier, de chemin qui ne mène nulle part, de chemin de campagne, gardons à l'esprit qu'emprunter le chemin de l'œuvre de Heidegger, c'est sans doute pour aujourd'hui encore une manière d'emprunter le chemin de la pensée la plus actuelle et la plus agissante et la plus méditante également. Michel Maffezoli, Baptiste Rapin, merci beaucoup pour votre intervention et pour vos propos. Nous nous retrouvons donc très bientôt pour une prochaine émission des idées à l'endroit. Merci à tous.